Ok. Bienvenue dans ce premier jour d'une masterclass qui, pour moi, est plus qu'une masterclass, d'accord, qui s'appelle Se libérer euh, des compulsions alimentaires sans volonté. J'ai vraiment beaucoup de joie, j'ai aussi beaucoup d'émotions. Alors je mets toujours beaucoup de cœur à préparer tout ce que je prépare, mais là encore plus parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. J'ai, depuis ces dernières années, accompagné beaucoup de femmes dans la reconnexion au corps, dans voilà, de créer une autre relation avec son corps, dans la douceur et l'amour et la bienveillance. Mais il y avait un sujet que je n'abordais pas parce que c'est hyper difficile, d'accord, de parler de compulsion alimentaire, de dire, ouh, j'ai une relation à la nourriture qui est, on va dire, spéciale. C'est hyper honteux. Faut être clair, quand je veux dire, c'est un sujet dont on parle très difficilement parce que c'est honteux. Et on est là, je suis là aujourd'hui et on est là aujourd'hui pour que, justement, on puisse lâcher toute la charge qu'il y a autour de ça. Parce que la vérité, c'est que c'est, vous allez le voir, rien de plus, je mets des guillemets, hein, bien sûr, qu'une réaction de survie de notre corps, comme il en existe plein d'autres. OK? Et on va voir pourquoi est-ce qu'il y a autant de charges autour, pourquoi est-ce qu'il y a autant de honte, qu'il y a de la culpabilité, euh, il y a vraiment derrière aussi des croyances profondes à propos de nous, hein, de la valeur, de ce que ça voudrait dire, ce que ça voudrait dire de nous, en fait, de faire ça. Vous allez voir il y a plusieurs volets. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs choses qui se passent, hein. Évidemment, c'est quelque chose qui est vraiment très multifactoriel, pardon. Euh, mais là, pour moi, une des choses qui fait aussi que on n'arrive pas à le changer, parce que la honte nous empêche d'en parler, d'être là, comme ça, ce soir, tout ensemble, de le regarder vraiment, en fait. Parce que quelque chose dont on a vraiment honte, comme ça, évidemment, on ne veut pas le regarder. La seule chose qu'on veut, c'est que ça change. Et il y a cette espèce d'urgence à ce que ça change sur un comportement où il y a déjà une urgence à manger, ce qui crée une urgence sur une urgence. Bon, là, on est sûr qu'on n'est pas dans le bon chemin euh, parce que les choses ne peuvent pas changer, je crois, en tout cas. Et en tout cas, moi, je ne sais plus du tout ce que j'ai envie de vivre. En fait, j'ai envie de vivre de la paix, j'ai envie de vivre du calme, j'ai envie de vivre de la sérénité avec mon corps, avec la nourriture. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, même si c'est un chemin et je vais vous raconter mon histoire et c'est pas tout réglé. Je ne sais pas si tout se règle un jour, c'est pas vrai, mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a plus de combat. Et la première chose vraiment à laquelle j'espère à la fin de ces 2 jours qui soient vraiment plus qu'une masterclass, c'est que vous soyez sortis de la honte, de la culpabilité, du combat, de cette lutte, des jugements, et que vous ayez toutes ces pistes, toutes ces, ces, ces trajectoires, d'accord? Oui, ces pistes, ce début, en fait, parce qu'évidemment, c'est un chemin de par où aller, en fait. Parce que très souvent, en fait, on est là, on veut plus ça, on veut plus non plus, on veut que ça change, on veut plus non plus les restrictions, les régimes, les jugements, les punitions, les coups de bâton, et on se retrouve un petit peu perdu, parce qu'il y a aussi une très grande peur derrière, c'est que si je contrôle plus, si je me restreins plus, si je suis plus comme ça autour, d'accord, de la nourriture, eh ben ça va être le déboire. Ça va partir dans tous les sens et là, je vais plus pouvoir m'arrêter. Vous verrez que ça, c'est pas ce qui se passe. Et en tout cas, on va regarder pour si ça se passe, en fait, on va regarder ce qui se cache derrière, ok? C'est mon histoire, mais je sais que c'est pas mon histoire à moi seulement. D'accord? Elle n'est pas vraiment personnelle. Parce que
C'est aussi un des objectifs aujourd'hui, c'est de voir qu'on n'est pas seul. Absolument pas. C'est juste que, comme je vous dis, c'est pas crier sur les toits, mais on n'est absolument pas seul parce que ça n'est pas une histoire. Il y a une histoire personnelle à chacune, d'accord? Du démarrage, on va dire que euh, la recette est différente, mais les ingrédients de base sont les mêmes. Et ce qu'on va voir ce soir, c'est quoi les ingrédients de base, tu vois? Plutôt, ok? Alors, je vais aller vous partager mon écran. Je veux bien que vous me disiez si vous le voyez bien. Oui, c'est bizarre, je vous vois. Mais j'avais l'impression que je voyais plus personne la dernière fois que je... Mais bon, c'est peut-être juste... Attends. Voilà, je vais faire ça. Non, je sais pas si c'est bien ou pas bien. Je vais faire ça et puis de temps en temps, je remettrai. OK? Parce que là, du coup, je ne vois plus vos... Je voulais pas que... Voilà, si vous étiez enregistré et en même temps... Non, ça va, je vous vois. Très bien. Donc, hop, les objectifs pour ces 2 jours, c'est que ce soit plus qu'une masterclass, je vous l'ai dit, mais que ce soit une expérience qui transforme vraiment euh, votre relation à la nourriture et à votre corps. C'est mon histoire de guérison, mais c'est pas seulement la mienne. L'objectif est vraiment d'apaiser et de libérer tout ce qui va déclencher les compulsions, de voir ce qui se cache derrière, en fait. OK? De permettre aussi donc de retrouver une relation douce, une relation saine et une relation bienveillante avec vous, avec votre corps, avec la nourriture. C'est aussi de pouvoir se libérer de toutes ces pensées obsessionnelles toute la journée, depuis le matin, autour de la nourriture, autour de notre corps, autour de ce qu'on doit mettre, autour de ce qu'on ne peut pas mettre, autour de ce qu'on doit manger, autour de ce qu'on ne doit pas manger, de combien de calories on devrait dépenser, de est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de manger quelque chose parce que est-ce qu'on a fait assez de sport, pas assez de sport, est-ce que le poids, le chiffre qui détermine si on a le droit de sourire, d'être heureuse ou pas heureuse, tout ça, ce serait pour se libérer de tout ça aussi, ok? Donc se libérer des jugements aussi de nous, de notre corps, de pouvoir du coup se sentir effectivement plus légère, plus en paix, plus heureuse. Et vous allez voir tout ce qui se cache, tout ce qui se cache derrière les compulsions alimentaires. Je vous l'ai dit, c'est pas une seule chose, ok? Donc je veux bien si vous voulez, en fait, peut-être voilà, que vous mettiez quelques petits mots dans le chat pour me dire qu'est-ce que vous vivez? Est-ce que quand je parle de ces pensées obsessionnelles autour de la nourriture, voilà, elles sont, ce qu'elles sont, c'est que ces pensées, elles sont, comment je dirais? Elles sont, mince, le mot m'échappe. C'est un peu vicieux, quoi, quand même, hein, d'accord? Parce que c'est tellement tapis, en fait, au fond. Et on vit tellement avec, pour ma part, par exemple, depuis longtemps, qu'on a l'impression qu'on fait plus, qu'on n'est pas au régime, en fait. Moi, il y avait déjà des années que je disais, non, non, je suis pas au régime, je fais plus de régime, ça, c'est fini. Sauf que, il y avait quand même tapis toujours au fond, ce contrôle autour de ce que je peux pas, tous ces interdits, tout aussi ce stress autour de aller quelque part et devoir s'habiller, si jamais c'était un peu habillé, tout ça. En fait, le stress autour quelle robe je vais mettre pour pas qu'on voit ci, pour pas qu'on voit ça, et si c'est en maillot de bain, pas en maillot de bain. Ici, par exemple, vous voyez, qu'est-ce que tout plein de choses comme ça, en fait, qui sont cachées, mais qui sont de la restriction, qui sont du contrôle. Et qu'on voit presque plus parce que c'est comme si ça faisait partie de nous. Je crois que c'est toi, Catherine, qui a partagé ça tout à l'heure. Moi aussi, j'avais 8 ans, j'avais 9 ans quand, quand on a commencé, en fait, je vais vous raconter l'histoire. Et du coup, c'est vraiment comme si
ça faisait partie de nous un peu. Le fait que je suis en arrêt, je bouge beaucoup moins, donc je prends du poids et je dois manger, moins manger parce que je me dépense pas. Ok? Et donc ça, c'est les pensées. Je peux essayer de me raisonner, mais rien n'y fait. Je contrôle un moment, je finis toujours par craquer, je me mets jamais des vêtements près du corps, ouais. Tout ce que je raconte par là. Yes, yes, yes. C'est super important, vous allez voir pourquoi. Euh, Pourquoi est-ce qu'on penserait tous la même chose? C'est incroyable. On pense tous la même chose. Vous vous rendez compte qu'on fonctionne tous de la même façon. Et vous allez voir pourquoi. OK? Donc, j'avais marqué, vous êtes peut-être ici, vous avez lu, hein, parce qu'il y a du coup ces pensées, ces envies irrépressibles, donc cette espèce d'urgence qui arrive souvent en fin de journée, après toute la phase de contrôle caché, d'accord? Parce que voilà, je vous dis ça parce que j'ai, moi, fait énormément de contrôles avant, c'est-à-dire les régimes, le truc hyper carré, tout ça. Et puis depuis ces années où je ne fais plus de régime, mais que c'est plus subtil, mais il est toujours là. Ce matin, on a ri avec le pudding à la graine de chia, qui n'est pas une mauvaise chose, hein. Pas du tout, hein. C'est sûrement super et c'est super pour la santé. C'est juste quand le mental, tu vois, est en train de nous dire, ah oui, bah, si tu manges le pudding aux graines de chia, nanana, alors tu n'auras pas les compulsions alimentaires derrière, tu vois. Et tout ce calcul qu'il y a pour aller éviter la compulsion alimentaire derrière. Tout ça aussi, ça fait partie de la restriction. D'accord? Et c'est peut-être une partie un peu plus cachée de la restriction. Donc, il y a ces pensées, il y a les restrictions. euh, Parfois, il y a du désespoir, hein, d'accord? Il y a du désespoir de ne voir aucune solution à ça. Et il y a cette souffrance autour du poids, de la pesée, du chiffre et de ce que ça voudrait dire de nous, de ce que ça veut dire à propos de nous, de ce que on s'autorise ou on s'autoriserait pas à être, à faire par rapport à ce poids et par rapport à notre comportement et notre relation à la nourriture. Et ça, c'est énorme, ça, c'est une prison aussi, hein, qui va avec. OK? Et je voulais dire aussi que parfois, il n'y a pas de surpoids. euh, Vraiment, mais il se peut, enfin, euh, par expérience avec les gens que j'accompagne aussi, hein, qu'il y ait eu, en tout cas, ce moment où il n'y a pas le surpoids, mais il y a énormément de restrictions, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il se peut que les craquages et les compulsions alimentaires, elles soient pas tous les jours. Il se peut que ce soit des périodes, en fait, période de restriction, crac, période de lâchage, et parfois ça a été des périodes de restriction pendant des années, et ensuite, en fait, on n'arrive plus. Parce que vous allez voir, c'est au-delà de la volonté, hein, comme tu l'écris très bien, Viviane. Exactement, parce que c'est au-delà de la raison. On va voir ce qui se passe dans le cerveau pour ça. Donc, cette masterclass, c'est pas une énième solution miracle pour maigrir, ça c'est sûr. Je vous donnerai pas de conseils alimentaires, d'accord? Quand on a des troubles du comportement alimentaire, tout ce qui est contrôle, derrière, en fait, tout ce qui est contrôle, restriction, derrière, en fait, entraîne la compulsion. Donc, je sais que ça fait peur. Je sais que ça fait peur au mental parce qu'il se dit, mon Dieu, si je ne contrôle plus, qui fait que je me vois comme quelqu'un de faible qui n'est pas capable de se discipliner. Exactement, exactement. Et oui, la culpabilité est toujours présente, j'ai toujours envie de manger. Bah oui, eh oui, oui, je vois très bien. Ça, c'est l'obsession, tout tourne autour, effectivement. Donc, aujourd'hui, on va voir que la nourriture qu'on a cru être le problème n'est absolument pas le problème, mais même a été la solution que notre système de protection avait trouvé jusque-là. OK? C'est pas qu'on a un problème, c'est pas qu'on est faible, c'est pas que on n'a aucune volonté, c'est que c'est le système de protection, le système de défense que tout notre système interne avait trouvé jusque-là. Et ça, c'est déjà hyper important. Et
Vous m'entendez bien parce que dehors, c'est le déluge complet. Très drôle. Ça vous vient pas? Parce que moi, ça fait plein de bruit, mais je pense que Zoom, ça va. Il le capte pas, ça. C'est la pluie tropicale. Donc, c'est un voyage en profondeur, c'est un voyage de libération, d'éveil et de guérison qu'on va faire aujourd'hui. Et c'est là où c'est tellement au-delà de des régimes, de tout ce qu'on a cru en fait. C'est comme si tout ce qu'on vit là, de très intense, de très urgent est là, et que derrière, vous allez voir en fait tout ce qui se passe derrière est juste incroyable quand à connaître, à prendre conscience. C'est un chemin d'éveil extraordinaire en fait. Et je suis vraiment très contente qu'on le fasse, qu'on soit là ensemble aujourd'hui à faire ça. Ok? Donc oui, on va voir pourquoi la volonté ne suffit pas. Pourquoi est-ce que aussi tout ce que vous avez essayé jusqu'à présent n'a pas marché? Parce que ça n'a absolument rien à voir avec un manque de volonté. Vous allez changer aujourd'hui en changeant de regard, en fait, sur tout ça, sur la relation à la nourriture, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pourquoi il y a cette lutte? Pourquoi il y a ce combat en nous? Parce qu'il y a clairement un combat. Il y a clairement comme une partie de nous qui croit que elle peut pas se passer de manger comme ça, qu'il y a une urgence à manger, et une partie de nous qui lutte fermement contre ça parce que qui pense que il faut absolument pas faire ça. Et il y a ce conflit intérieur permanent qui est extrêmement énergivore, d'accord? Qui prend aussi beaucoup de notre niveau d'énergie, notre niveau de joie et qui fait que rien ne change. C'est comme si, moi j'ai cette sensation en tout cas de, il y en a un qui prend le pouvoir le matin jusqu'à une certaine heure, et puis passé une certaine heure, c'est l'autre qui prend le pouvoir. Vous me direz, pour toi c'est l'alimentation émotionnelle. Alors justement, on va en parler aussi. Depuis 10 ans, j'ai pris 20 kilos suite aux maladies de mes parents et leur décès, ainsi que la perte d'une amie de 50 ans d'amitié. Je veux plus de régime, exactement, exactement. Et tu vois, Marie-Claire, t'as très bien, tu décris très bien en fait ce qui s'est passé. Tu vois, tu as vécu des choses difficiles, très difficiles. Et c'est là où ça s'est mis en place. Vous allez voir comme c'est une stratégie de protection. Donc, comment ça va se passer? C'est une conversation, mais ça, on est déjà en train de le faire. Vous êtes toutes, je pense, sur le groupe WhatsApp déjà. Si jamais vous n'y êtes pas, dites-moi, je remettrai le lien ici. Ça remplit un vide et même au-delà, tu vas voir. On se retrouve aussi demain, c'est à la même heure. Et comment utiliser au mieux cette masterclass? Je vais vous demander d'ouvrir un espace de curiosité, de rester ouverte, très ouverte en fait, peut-être à des nouvelles choses, d'accord? Dans cette nouvelle direction dans laquelle je vais vous pointer. Euh, on va regarder les choses d'une toute autre façon. Je sais que le mental aime bien, il va mettre un peu de résistance. Et dire, oh, mais qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle raconte, nana. Normal, normal. Vous imaginez bien, si c'est sa stratégie de défense, il dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Elle veut nous enlever la stratégie de défense. Ne l'écoute pas! Fuis! Ok? Normal, il va faire ça un petit peu. Vous allez voir. Puis après, ça lâche un peu. Euh, Donc, je vous ai dit le groupe WhatsApp. Entre les deux, si vous avez des questions, entre les deux, si vous regardez en replay aussi et qu'après vous avez des questions, je suis à vous, pour vous, entièrement dans ce groupe que je vais animer jusqu'à dimanche. Donc, avec une joie immense, immense d'échanger avec vous, de répondre à vos questions. Donc, restez curieuse. OK? Comme, voilà. Tiens, qu'est-ce qu'elle raconte? Restons curieuses. OK? Je me présente vite fait pour peut-être des personnes qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis Séverine, j'ai 47 ans, j'habite en Martinique. Je suis coach énergéticienne depuis 5 ans. Un peu avant, je faisais un peu les deux avant, d'avoir démissionné en fait en 2020, après avoir été infirmière pendant 20 ans à temps plein.
Je suis maman de deux. Je dis à temps plein pour dire que c'était bien costaud. Attends, je vois vos commentaires. Je suis maman de deux garçons. La photo ils ont 14 et 9 ans aujourd'hui, ils ressemblent plus trop. Et j'ai une passion pour la spiritualité, clairement, pour l'univers. J'ai toujours aimé la magie de la vie, j'ai toujours aimé les trucs qu'on n'expliquait pas. Même quand j'étais infirmière, même avant ça, en fait, j'adorais aller voir, vous savez, les rebouteux, tout ça. Dans ma campagne, il y avait plein de gens qui faisaient des trucs comme ça que personne ne savait l'expliquer. J'ai toujours adoré ça et j'ai toujours trouvé aberrant que quelqu'un qui ne dorme pas, on lui donne une pilule rouge. Et que si ça marche pas, on lui donne une pilule bleue. OK? Je trouvais ça très, très limité. Donc, en 2015, j'ai donc mon deuxième petit garçon qui, début 2016, va être malade, va commencer à avoir des gros, gros problèmes digestifs qui vont nous faire partir en France parce qu'ici, il n'y avait pas de spécialité, qui vont nous emmener dans une errance médicale. Personne ne trouve ce qu'il a. Lui souffre jour et nuit. Clairement, c'est la descente aux enfers. Un bébé qui a mal et que personne ne trouve ce qu'il a. Et au milieu de tout ça, de ce chantier, que je suis chez mes parents, voilà, on me conseille une énergéticienne qui habite derrière chez mes parents. Et je vais la voir. De toute façon, je suis désespérée. Ça fait des mois et des mois que vraiment c'est l'enfer. Et va commencer, elle va m'envoyer un texto, un message à l'époque, pour m'inviter à une journée Access Bar. Et ne me demandez pas pourquoi, je me dis j'y vais, parce que je suis à des millénaires de tout ça, je ne connais même pas tout ça, hein, ok? À l'époque, je connais même pas l'univers, mais je vais à cette journée de formation, et puis je vais mettre un pied, en fait, dans le développement personnel. Ce que je vais y découvrir va me passionner, me fasciner et je vais ajouter tout ça à ma vie. Pour mon fils, hein, bien évidemment, je commence en fait à former à tous les processus énergétiques d'Access Consciousness, clairement pour aider mon fils et son corps à guérir. Et puis en fait, bah, après, je vais découvrir du coup plein de trucs sur le corps, qu'il n'est pas du tout tout ce qu'on a dit de lui. Ma relation à mon corps va complètement changer à ce moment-là. Et aussi, avec cette vision que j'ai de moi. J'étais une hyper anxieuse et j'avais énormément de jugement de moi. Je me croyais vraiment pas fonctionnelle dans ce monde. J'ai trouvé ce monde fou. On appelle ça de l'hypersensibilité, je sais pas, on appelle ça tout plein de noms. Et, euh, et donc, ce que je vais trouver va vraiment me passionner. Je vais le transmettre moi aussi. En fait, je vais devenir aussi facilitatrice, qu'on appelle. Et je vais, voilà, transmettre des journées de reconnexion au corps, de processus corporels. Je vais faire des programmes en ligne aussi pour accompagner, qui s'appelait Body Love. Je vais faire plein de choses. Mais il y a toujours ce petit truc qui dit, ouais, mais t'as des compulsions. Ouais, mais tu vois, tu maigris pas. Ouais, mais tu vois, t'as toujours, tu manges toujours le soir, gna 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 gna. Il va y avoir toujours ce truc, même si je commence à enfin me trouver jolie, je commence à avoir plus de plaisir à m'habiller, je commence vraiment à me libérer de plein de choses, je vais pouvoir refaire, enfin voilà, je vais plus me prendre la tête avec ça pour aller faire la fête avec mes copines, toi, plein de choses où c'est libre, mais il me dit que pour accompagner les autres, il me harcèle un peu avec ça, je suis pas encore assez, euh, tu vois, à zéro. Il faudrait que j'ai maigri en fait, pour prouver que, je sais pas. C'est le mental, hein. C'est ce qui est complètement faux, hein. D'accord? Si jamais vous êtes accompagnatrice de quelque chose, coach en quelque chose ou que vous l'envisagez, on n'a absolument pas besoin d'être parfaite pour accompagner les autres. D'accord? Ça n'existe pas d'ailleurs. Et puis, il y a on est sur un chemin d'évolution et il y aura toujours des gens qui, pour qui vous serez une contribution de les amener au chemin d'évolution où vous êtes. Donc ça, je vous dis, c'est une aberration que le mental raconte. Je vous le dis juste qu'il me racontait ça. Pourquoi est-ce que du coup, j'ai mis un peu de côté
l'accompagnement en tout cas avec le corps et tout ça, parce qu'il reste les compulsions alimentaires et que j'ai même cette sensation en fait que ça s'aggrave un peu puisque je ne contrôle plus, donc je contrôle plus du tout et j'ai ce sentiment en fait que ça s'aggrave, donc cet affolement un peu. Et donc je vais accompagner, continuer à accompagner sur plein d'autres domaines, mais je mets ça un petit peu de côté. Et puis la vie m'amène sur d'autres chemins. Pour toute autre raison, je vais démarrer en 2024 un autre accompagnement, vraiment un nouvel éveil. Rien à voir avec les compulsions alimentaires, mais voilà. Il n'empêche que ça m'amène là. Ça m'amène à découvrir tout ce que je vais vous partager ce soir. Je fais une nouvelle formation de coach et tout ça. Et ça va m'amener, voilà, là où aujourd'hui j'en suis et là où ce que je vais vous partager, qui, je pense, est vraiment la façon, si on doit, j'aime bien les guillemets, hein, vous avez vu, j'ai mes doigts en l'air toutes les 2 secondes, la façon douce, bienveillante, dans la douceur et la compassion, donc de ce que moi, en tout cas, je recherche aujourd'hui et ce que je transmets pour se libérer des compulsions alimentaires, pour changer sa relation à la nourriture, à son corps et à tout ça. Est-ce que ça va? Juste un petit peu d'histoire, du coup, de moi. J'ai 9 ans sur cette photo et j'ai 9 ans quand les compulsions alimentaires vont commencer. Et cette lutte, ce combat, d'accord? Je suis une petite fille qui est pas bien, clairement, dans un contexte familial compliqué. Il y a la dépression qui a infiltré nos maisons. Je dis nos parce que c'est chez mes parents et chez mes grands-parents. Et donc, je pense que j'ai commencé à trouver du réconfort, en fait, dans la nourriture. OK? Ça devait m'apaiser à l'époque. Apaiser, euh, voilà, des émotions, des angoisses, de beaucoup d'anxiété. Et puis, sauf que ces envies de manger sont devenues de plus en plus fréquentes, souvent. Et à cette époque-là, je me contrôle pas, hein. J'ai 8 ans, 9 ans. Mais je vais commencer à prendre du poids. Et c'est là où ça va commencer à alerter tout le monde autour. Bien sûr, tout le monde ne se demande pas pourquoi est-ce que je mange comme ça et pourquoi je prends du poids. Tout le monde se dit, alerte, elle prend du poids. Et donc va commencer les chemins euh, médicaux avec un médecin de famille, vraiment quand j'y pense, affreux, ok? Un grossophobe. Donc elle a qu'à arrêter de manger, vous voyez, sans même me parler à moi, hein. Elle a qu'à arrêter de manger. Énormément de jugements, des pesées, des humiliations, de la honte, des diététiciennes. Euh, la diététicienne était très gentille, c'est pas le problème, mais du coup, quand à 10 ans, 11 ans, on va déjà instaurer en fait tout ce contrôle. Vous imaginez bien que derrière, ça crée une base autour de ça, ok? Et puis, moi, je vais surtout croire en plus que je suis une petite fille pas comme il faut. Que je vais croire en fait, et mon grand-père va me juger. Il va vraiment, enfin pareil, hein, dire arrêtez là, elle va exploser. Des trucs très sympathiques et qui vont me faire croire en fait euh, et ancrer en fait que je suis pas une bonne personne, que je suis pas comme il faut et qu'il faut absolument que je change. Je vous parle de ça parce que c'est de la honte toxique et que dans les compulsions alimentaires, dans toutes les addictions, il y a de la honte toxique. Il y a cette croyance profonde qu'on est défectueux, qu'on n'est pas comme il faut. Peu importe quelle est l'origine de ça. Souvent, c'est des humiliations, mais peut-être pas que, hein. Euh, et donc, du coup, c'est croire en permanence qu'on doit changer, qu'on doit devenir meilleur, que qui on est va pas. Et alors là, je crois profondément que avoir des compulsions alimentaires et ne pas réussir à se contrôler avec la nourriture et à mincir est une tare et vraiment un vice. Enfin, c'est la pire honte, en fait. Et tout ça, c'est le collège déjà, hein, d'accord? Donc il y a avec ça une critique intérieure très très forte parce que pourquoi les autres y arrivent? Et donc il y a le combat, vraiment il y a un combat, il y a une lutte tout le temps. Les régimes vont commencer, tous les régimes de la Terre. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes des régimes dans la salle, levez les mains, mais je suis une spécialiste. Voilà, je peux vous tous, d'accord? Ouais, je vois. Mais c'est ça, vraiment tous.
les fruits et légumes du vendredi, le mardi que les steaks, voilà, enfin, vraiment, mais tous les trucs possibles et imaginables. Euh, et puis, je me déteste, hein. Je me déteste de ne pas pouvoir changer, je déteste mon corps, je crois vraiment que c'est la pire chose au monde et que c'est à cause de lui aussi qu'on est malheureuse. Et surtout, on va en parler tout à l'heure, hein, de l'illusion que vraiment en plus nous fait croire cette société, c'est que quand j'aurai minci, alors, Graal, mais tout sera résolu. Je serai belle, je me sentirai bien, je trouverai un amoureux, enfin je sais pas, c'est comme si quand j'allais mincir, les portes du paradis allaient s'ouvrir. Ok? Ça, c'est comme quand on nous a dit que quand on serait en couple avec des enfants, une maison et un salariat, ça sera pareil aussi. C'était la plus grosse arnaque qu'on nous ait fait croire, ok, au prince charmant avec toutes ses princesses. Bon, ça continue comme ça. Je vais rentrer à l'école d'infirmière. Là, ça va être encore pire parce que le niveau de stress était à son apogée, hein. C'était hyper difficile. Et pendant mes études, je vais me retrouver toute seule, en plus à Dijon dans un appartement, et je vais commencer la boulimie. Cette fois-ci, en fait, je vais commencer à me faire vomir, puisque je me dis, au moins, donc c'est de l'hyperphagie avec compensation, hein, ok? Au moins, en vomissant, je vais pas grossir. Heureusement, c'est tellement horrible, je le fais pas longtemps. Oui. Ah, ok, ça marche, Cathy. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, je t'avais perdu. Euh, heureusement, je vais pas faire ça longtemps et pas beaucoup par rapport à, j'imagine, d'autres. Mais il y a vraiment tout tourne autour de ça. Et puis, ou alors je vais me restreindre toute la semaine. Et puis en plus, tous les dimanches, j'ai une grand-mère qui fait énormément à manger, qui a connu la faim, qui a connu la guerre, qui, elle, a des jugements extrêmes de son corps et qui est au régime en permanence, d'accord, qui mange une endive à l'eau et un yaourt 0% tous les soirs, d'accord, qui aujourd'hui, quand j'y pense, en fait, c'est de l'anorexie, hein, de se contrôler comme ça. Euh, donc, vous voyez ce que je vous raconte tout ça aussi pour vous montrer qu'il y a plein de facteurs. Il y a plein de choses. Il y a quelqu'un, je crois que c'est Chantal, qui nous a dit, ben oui, à tel âge, on lui a dit, ah, mais t'es grosse. Une phrase comme ça peut. Il y a plein de facteurs, il y a plein de choses. Moi, j'ai vu ma grand-mère aussi se restreindre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, que l'image vraiment du corps, un corps est honteux, quoi. OK? Tout ça, c'est pour. Tout ça, c'est ce qui va vraiment se passer, même pendant mes grossesses. Je contrôle, c'est-à-dire que même pendant mes... Je me rappelle de ma grossesse, en fait, ne pas manger, rester à jeun jusqu'à la pesée du gynéco, parce que il était affreux. En plus, ouais, il me gueulait dessus. Tu vois, il était humiliant. Et quand j'y pense aujourd'hui, en fait, j'ai énormément de compassion pour la moi qui faisait ça. Mais c'est pour vous raconter l'histoire. Jusqu'à effectivement que je commence le développement personnel, que je commence une reconnexion à mon corps et où là, vraiment, plein de choses ont changé, mais il restait les compulsions alimentaires. OK? Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si, il y a des choses qui sont peut-être similaires. Euh, Est-ce que ça a commencé tôt aussi pour vous? Est-ce que c'est arrivé plus tard? Euh, on n'a pas besoin de savoir exactement pourquoi exactement c'est arrivé en fait. Vous allez voir pourquoi ça arrive. C'est pas forcément une circonstance. Ça peut être une accumulation. En tout cas, c'est qu'à un moment, c'est trop pour notre système nerveux. C'est trop pour notre système interne ce qu'on est en train de vivre. Et il va falloir aller anesthésier ça. Il va falloir aller endormir ça. D'accord? Donc justement, on parle d'alimentation. Hop. On va parler de qu'est-ce que c'est la compulsion alimentaire et qu'est-ce que c'est pas. Parce que la nourriture. Voilà, tout effacé. Hop là. Donc, qu'est-ce que c'est pas la compulsion alimentaire? C'est pas.
de notre faute, d'accord? C'est pas de notre faute. C'est pas une tare, c'est pas une faiblesse, c'est pas qu'on est nul, c'est pas qu'on est une mauvaise personne. Absolument pas. Et comprendre ce qui se passe derrière va permettre de libérer de cette honte, cette culpabilité, qui est pour moi, j'insiste, mais une étape super importante pour sortir des compulsions. On va pouvoir voir ce qui se passe derrière, libérer tous ces jugements euh, et prendre de la distance, en fait. Prendre de la distance avec ce comportement qui est tellement jugé, tellement critiqué, tellement rejeté, tellement blâmé, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison qu'il le soit. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que on ferait quelque chose que l'on sait qui est pas bon pour nous? Pourquoi est-ce qu'on passerait nos journées dans ce conflit entre ne pas le faire et cette incapacité à pas le faire si tout allait bien, je veux dire? T'as- C'est pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est derrière ça. OK? Donc, la compulsion alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est la fringale compulsive. J'ai pris une définition sur Google. Euh, c'est une envie incontrôlable de manger, de toute urgence, souvent plutôt des aliments plaisir, hein. On a rarement envie de manger toute urgence des haricots verts. Et pour obtenir un réconfort. Pourtant, c'est très bon, mais à ce moment-là, c'est pas ça qui appelle. Pour obtenir un réconfort immédiat. Alors, ils disent que ça devient pathologique. Et encore, mettez ce mot entre guillemets, dès lors que les aliments sont absorbés dans un temps très court, sans réelle sensation de faim, sans arriver à s'arrêter et surtout en grande quantité. Il y a une notion de perte de contrôle. C'est pour ça que c'est pas de la nourriture émotionnelle, parce que tout le monde mange ses émotions un jour ou l'autre, d'accord? Une contrariété, une journée qui a été très difficile, tu vois, mon mari qui n'a aucun trouble du comportement alimentaire, ces journées où c'est difficile, machin, bah, il va facilement, il peut s'acheter un millefeuille, tu vois? Sauf que à la moitié du millefeuille, il est rassasié, il n'a aucune culpabilité, il se dit pas que c'est une mauvaise personne parce qu'il fait ça, et il cherche pas à maigrir à tout prix. Il n'est pas dans le combat contre la nourriture émotionnelle. Vous voyez? La nourriture émotionnelle, c'est normal. C'est tout à fait normal. Tout le monde a de la nourriture émotionnelle. Quand il y a cette perte de contrôle, quand il y a, du coup, c'est-à-dire cette perte de contrôle, cette incapacité, cette sensation qu'on ne peut pas s'arrêter, que vous allez voir, euh, et cette urgence, en fait, OK? Et tout ce qu'il y a derrière, en fait, toute la critique qu'il y a derrière, qui va venir après ça. Je vais dire, mais tu peux, c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça, tu vois bien, t'es énorme. Là, on n'est plus du tout sur de la nourriture émotionnelle. Ce que je vais vous partager là, à propos de comment fonctionne, ce qui se passe dans notre psyché en fait à ce moment-là, ce qui se passe là à notre moment-là, et sûrement pas ce que vous avez l'habitude d'entendre. Je vous invite vraiment euh, comme à ouvrir votre cœur et à connecter à une autre partie qui est en vous, qui est là, à l'intérieur de vous, que le mental qui veut tout analyser, qui veut tout contrôler. Et vraiment, comme je vous disais au début, beaucoup de curiosité. OK? Donc, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur, on va prendre un exemple. Et là, prend l'exemple de Lucie. Lucie, qui est là, qui est une femme comme toi et moi, qui est vraiment une femme comme vous et moi. C'est-à-dire, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une grand-mère, ça peut. Et elle paraît plutôt aller bien même. OK? Euh, Elle a coché beaucoup de cases en général dans la vie. Elle est beaucoup tournée vers les autres. D'accord? Elle s'occupe beaucoup des autres. Elle a vraiment ce désir de toujours bien faire, de bien s'occuper des autres. C'est celle qui fait sourire les autres, c'est celle qui réconforte aussi les autres. Et Julie, au fond d'elle, elle est mal. Elle a une partie d'elle qu'on a mis là devant, qui toute la journée va penser ces fameuses pensées de ce qu'elle doit manger, de ce qu'elle doit pas manger, de oh regarde attention quand tu vas t'asseoir, il y a le bourrelet, non tu pourras jamais mettre cette robe-là, toi tu vois bien, mais comment ça se fait que toi t'arrives pas?
à arrêter de manger. Pourquoi tu es obsédé comme ça par la nourriture tout le temps? Mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Tu devrais faire plus de sport, tu devrais bouger, tu devrais ceci, tu devrais cela. Et qu'est-ce que les autres vont penser de toi? C'est une partie aussi en alerte et puis qui examine, qui juge, qui compare. D'accord? Les autres font toujours mieux qu'elle. Elle vit avec ce poids. De faire attention à ce qu'elle mange, de faire attention à comment elle s'habille, de faire attention à ce qu'elle dit aussi, de cacher son ventre, de si jamais il y a un repas chez des amis ou quelque chose, c'est le stress de devoir est-ce qu'elle va réussir à se contrôler et pas se lâcher sur l'apéro. Tout ça. Il y a beaucoup de honte, il y a beaucoup de comparaisons. Les autres sont toujours mieux qu'elle, bien évidemment. D'accord? Les autres sont minces, les autres sont belles et pas elle. Et pourquoi les autres y arrivent et pas elle? Euh, Elle croit devoir encore faire plus d'efforts, plus se contrôler et devenir meilleure. Ok, ça c'est une partie. Mais Julie, ce qu'elle dit pas aussi, c'est que le soir, elle a une autre partie là, qui en cachette va manger du chocolat et va manger des gâteaux. Et cette partie, elle croit absolument qu'elle peut pas faire autrement, que c'est plus fort qu'elle. C'est cette partie qui dit, non mais il nous faut de la nourriture. Il nous faut de la nourriture. Il y a une notion d'urgence. Sinon, avec cette sensation qu'il va arriver quelque chose de terrible si on le fait pas. Ça commence souvent en fin d'après-midi, peut-être ouais, vers 16 heures. Il va y avoir elle qui va faire plein de stratégies parce qu'elle a très peur de cette Julie. Donc de cette partie, pardon. Elle va faire plein de stratégies toute la journée, celle-ci, pour que elle se réveille pas, mais très souvent celle-ci va se réveiller. Et après tout ça, après avoir mangé comme ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que Julie va se réveiller en elle une autre partie, une troisième partie. C'est le juge au moment de se coucher, d'accord? Honteuse, pleine de culpabilité, qui va lui dire, mais c'est pas possible. Tu peux pas continuer comme ça. Demain, t'arrêtes. Demain, tu fais 50 squats au réveil tous les matins. Demain, tu manges plus. Demain, il y a une énorme critique. Regarde-toi, t'es énorme, c'est pas possible, t'es pas capable. Il y a une grosse critique qui est hyper écrasante, qui est lourde, comme une chape de plomb qui vient se mettre et qui vient augmenter la honte. Je, cette part-là, moi, j'ai conscience, comme j'étais enfant, elle est arrivée après. C'est-à-dire que elle a commencé par venir de l'extérieur, des médecins, de mon grand-père, tout ça. Et donc ensuite, elle a été intériorisée comme si cette voix faisait partie de moi. Mais parfois, quand ça arrive plus tard, tout ça peut, je pense que c'est pour ça que je vous dis qu'on a chacune nos histoires, que la recette est différente même si les ingrédients sont les mêmes. Il se peut aussi que c'est commencé par une prise de poids, ok? Et que derrière se soit enchaîné tout le reste. Et on va voir pourquoi est-ce que cette prise de poids peut être, pourquoi ce serait un drame en fait, comme ça. Parce que très souvent, vous me direz, mais très souvent au départ, euh, si ça part d'une prise de poids, par exemple, c'était pas un truc dramatique et ça le devient. Il y a une pression sociale énorme en fait autour de ça. Donc, dans la psyché de Julie, vous voyez toutes ces parts. Je pense que vous avez toutes de ce que vous m'avez dit, ok? Et toutes ces parts, ça s'appelle des protecteurs. Au-delà de, je comprends, hein, au-delà ça paraît peut-être un peu dingue, mais toutes ces parts-là veulent. La seule chose qu'elles veulent, c'est nous protéger. Je lis un petit peu. Un divorce qui m'a fait perdre des kilos et atteindre le poids que je voulais, puis une reprise en beauté et des compulsions depuis le jeûne. Ok.
Ouais. Ah oui, je me souviens que je grandissais beaucoup et que je mangeais plus, forcément. Et là, mes parents m'ont interdit de manger car j'allais devenir grosse et que je me faisais rouler on me ferait rouler dans la côte. Ils m'ont mis une gaine à 11 ans et j'étais toute mince. C'est ça. C'est ça. Eh ben, c'est tellement ça, tellement. Moi, j'ai des super protecteurs. Ouais, exactement. J'ai- Déjà, commencer à voir, c'est ça. J'ai des super protecteurs, en fait. Vraiment, c'est des protecteurs. Et pourquoi? Parce que, tu vois, derrière, il y a la petite Julie, il y a la petite Séverine, il y a la petite Cathy. Et c'est pas forcément petite, hein, d'accord? Il y a derrière ce qu'on appelle la part exilée, ok? Sûrement pour toutes les trois. Renée aussi, je sais, c'était toute petite. Peut-être Marie-Claire, c'est pas petite, c'est après. Mais en tout cas, il y a une part exilée derrière tout ça. C'est-à-dire une part blessée, une part qui a vécu des traumas, des choses qui n'ont pas pu être accueillies. D'accord? Quand on te juge à 11 ans, qu'on met une gaine et qu'on nous dit tout ça, quand mon grand-père me dit euh, toutes, toutes ces phrases qui sont traumatisantes pour une petite fille, qu'on est toute seule avec ça en fait à l'époque, ça va venir en fait créer tous ces protecteurs. Pourquoi? Parce que ces protecteurs vont dire plus jamais ça. Maintenant, je vais te protéger, Julie. Je veux plus que tu te sentes honteuse d'être grosse. Je veux plus que tu te sentes euh, super mal. Et donc, il va y avoir celui-là qui vient et qui dit, alors, maintenant, il faut qu'on mange plus, qu'on fasse comme ci, qu'on fasse comme ça, qu'on devienne meilleur, machin. Sauf que, il y a une autre part protectrice. Elle, pour qui, elle, qui utilise la nourriture pour anesthésier toute cette souffrance. Pour anesthésier la douleur de la honte toxique, pour anesthésier la douleur de l'humiliation, pour anesthésier cette croyance d'être nul, d'être pas assez, d'être jamais comme il faut. Parce que c'est hyper douloureux. Pour anesthésier la tristesse, pour anesthésier peut-être la colère, pour anesthésier, mais ça se juge pas en fait, hein, d'accord? Et donc il va y avoir cette guerre, ce conflit en fait, parce que tous veulent vous protéger, tous veulent protéger la petite Julie. D'une part, et veulent la protéger de pas être comme il faut, donc grosse, nanana. Et d'autre part, notre système a choisi comme anesthésiant la nourriture. Et on a eu cette discussion merveilleuse un jour avec René, où elle m'a dit, mais pourquoi? Pourquoi moi, il a choisi ça? Il aurait pu... Pourquoi? Je ne sais pas, par contre. J'avoue, je ne sais pas pourquoi nous, tout ici, notre système de protection a choisi la nourriture. Parce que je le vois bien qu'il n'a pas choisi la même chose chez tout le monde. D'accord? Il choisit pas la même chose chez tout le monde. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Anesthésie la honte toxique, ça te parle tellement. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Après mes 40 ans, pas de problème. Avant, à part 2 ou 3 kilos pris dans l'hiver qui partaient très facilement. Ouais, sans contrôle, Marie-Claire. Parce que je crois que j'ai lu, justement, j'avais noté en plus, tu as écrit, avant je gérais, tu vois? Et le fait de... Parce que quand je vous dis, derrière la restriction, il y a toujours la compulsion. Mais il peut y avoir la restriction et le contrôle pendant des années avant que ça lâche. Vous voyez? Ce que je vois, hein, d'accord? De ce que je vois. OK? Moi, je vois, c'était des périodes de restriction, période de lâchage, jusqu'à ce que c'était plus possible en fait en période. Donc c'était heures de restriction, heures de lâchage. Mais je vois aussi pendant des années que certaines ont réussi. C'est pas une réussite, mais enfin, je veux dire, on a fait. Vous voyez qu'on a fait tout ce qu'on a pu au milieu de tout ça, hein, euh, avoir des années de restriction et qu'à un moment, en fait, bah, peut-être parce que je me demandais hein, ça, hein, tu vois, tu regarderas si ça te parle, Marie-Claire, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des années quand même de contrôle? Et puis quand il y a eu tous ces événements de tes parents, de ta meilleure amie, tout ça, euh, c'était trop et que tu pouvais plus contrôler.
juste à regarder. Donc voilà ce qui se passe à l'intérieur de Julie. Voilà pourquoi c'est pas une question de volonté. Voilà pourquoi aussi c'est pas une honte. Voilà, ça veut pas dire que Julie, elle est vraiment nulle. Absolument pas. Et je vous dirais même, c'est souvent parce que Julie, elle a cru, cette petite-là, qu'elle était nulle, qu'elle n'était pas comme il faut, qu'elle était jamais assez, qu'elle a utilisé la nourriture pour anesthésier ça. Alors pourquoi tout ça, ça s'est passé dans notre psyché? Parce que le cerveau est une machine extrêmement intelligente, mais pas sage. Le mental est là pour nous protéger et c'est son job. Il doit nous protéger d'un danger. C'est un système interne qui existe depuis 250 000 ans, depuis qu'on essaye d'échapper aux animaux. Sauf que lui voit un danger dans quelque chose qui n'en est pas vraiment. Mais lui, il ne voit pas que c'en est pas. Donc lui, il dit, je dois protéger. Je dois protéger la petite Cathy. Tu vois? Je dois la protéger pour que plus jamais elle vive cette honte. Et d'un ce côté, il va donc créer toutes ces pensées obsessionnelles, tous ces schémas, toutes ces stratégies pour pas manger, pas grossir, tout ça, et pour devenir quelqu'un qui serait acceptable, quelqu'un qui serait comme il faut enfin. Mais ça, c'est quelque chose qui s'arrête jamais, hein. Si on continue d'écouter le mental, bien sûr que ça va s'arrêter. Et en même temps, il y a une autre part en nous qui a choisi la nourriture clairement pour pouvoir continuer de respirer, quoi. Clairement, d'accord? Peut-être que vous avez ce sentiment de quelque chose de terrible va arriver si vous le faites pas, si vous mangez pas, quand il y a l'envie irrépressible comme ça. Donc lui croit qu'il doit protéger cette identité, ce moi, hein, cette construction hein, qui n'existe absolument pas, de Séverine qui devrait devenir comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et donc il va envoyer des tas de signaux pour que je réagisse. Sauf qu'il n'y a pas de réel danger. Mais pour notre cerveau, ne pas être comme il faut dans cette société, être jugé et humilié par nos parents ou par des autres personnes, ne pas être comme les adultes ont dit qu'il fallait être, ne pas faire partie du groupe, c'est risquer de ne pas être aimé, c'est ne pas être comme il faut, est un danger. C'est un danger. Et on parle aujourd'hui de compulsion alimentaire, c'est le thème, mais vous pourrez trouver dans votre vie plein d'autres endroits où vous n'êtes jamais comme il faut. Si vous êtes thérapeute ou en devenir, par exemple, ce fameux syndrome de l'imposteur où il vous faut toujours rajouter 50 tonnes de formation, parce que c'est jamais assez. Si vous devez préparer une présentation, comme aujourd'hui, c'est jamais assez bien. Et il faut toujours qu'il vous refasse refaire, mieux faire, blablabla, blablabla, blablabla. Juste pour vous donner un autre exemple. Vous n'êtes jamais assez bien non plus dans vos relations. Ça infecte, je voulais pas, je voulais dire, ça infuse, ça diffuse dans toutes les sphères de notre vie, mais bah, le mot est sorti tout seul, mais ça infecte toutes les sphères de notre vie. Ok? C'est ça la honte toxique. Donc, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réel danger, et que pour lui, il y en a un. Il y a un réel danger à pas être comme il faut, et donc ne pas avoir le corps qu'il faut, et que on a dit qu'il fallait avoir. Mais il y a aussi un réel danger, c'est insupportable, de ressentir cette honte, de ressentir la peur, les doutes, la tristesse, ces situations qui ont été hyper stressantes, hyper humiliantes, la douleur du trauma, d'accord? Même si aujourd'hui vous ne savez même pas quel est ce trauma exactement, je vais vous en parler un petit peu. Pour lui, c'est trop insupportable ça, c'est aussi un danger et il faut absolument vous anesthésier de ça. Et il va utiliser la nourriture. Et donc vous avez deux protecteurs en conflit permanent, avec un troisième, ce juge au-dessus, parce que le juge qui est si terrible hein, parfois, hein, qui nous dit des horreurs, pourtant lui aussi, ce qu'il veut, c'est que ça s'arrête en fait. Il veut que vous changiez.
Et il s'y prend très très mal. Parce que j'ai un dicton qui dit, on n'est pas de la bière, on n'est pas meilleur sous pression. Bien au contraire. Et que ce juge qui vient nous mettre une pression énorme pour maigrir, pour devenir quelqu'un d'autre, pour devenir mieux, pour arrêter de manger, va en fait... Oh, vous voyez comment ça fait? Le juge et toutes les pensées obsessionnelles, toute la journée, en fait, viennent appuyer sur la blessure de t'es nul, t'es pas assez, t'es pas comme il faut. Réveiller cette douleur, si on prend une journée de 24 heures, mais ça peut être, je vous l'ai dit, hein, c'est pas tout comme ça, mais peut-être qu'aujourd'hui on est tout un peu j'ai l'impression qu'on est tout un peu dans le même profil, c'est-à-dire, voilà, le craquage en fin de journée. Mais c'est comme s'il y a cette pression toute la journée qui appuie sur la douleur, sur la blessure, et que bah, du coup, à la fin, il y a l'autre protecteur qui dit, mais c'est trop intense, c'est trop, on peut pas. Il nous faut anesthésier ça avec de la nourriture. Bien sûr, dans votre tête, dans notre tête, c'est pas dit si clairement, d'accord? Je vous explique ce qui s'y passe. Donc il y a trois choses, ok, qui vont créer tout ça. Il y a les traumatismes qu'on vient de voir, ok? On va. Il y a l'illusion créée par la société avec toutes ces injonctions, cette pression patriarcale sur le corps de la femme. Des médias, de la mode, d'accord? Ma grand-mère n'avait pas de réseaux sociaux, je crois qu'elle n'avait même pas la télé. Donc, vous voyez, ça date avant même de ça, ok? Il y a aussi la confusion sur notre vraie nature et le fonctionnement du cerveau. Les traumas, comme on vient de le voir là, en fait, hein, les traumas, c'est souvent d'enfance, mais pas que, ok? La définition d'un trauma, c'est une expérience qui est trop intense, soit qui arrive trop souvent, soit qui est euh, beaucoup trop intense, trop tôt, pardon, c'est ça. Je me disais, il y en a trois et j'en ai dit que deux. Soit qui arrive trop tôt, dans l'âge, hein, soit qui est trop intense, soit qui arrive beaucoup trop souvent. Donc, il y en a des traumas qui sont très bien, qui sont, on va dire, reconnus et validés à peu près, d'accord, comme l'abus ou comme un accident ou comme un divorce, euh, des choses comme ça. Mais il y a tous les traumas qui sont pas vraiment validés, qui sont, on dit des traumas avec un petit T, euh, où on dit bah ça fait partie de l'enfance quoi, tu vois, genre, alors que pas du tout et qui sont hyper fréquents et qui vont avoir exactement les mêmes conséquences sur notre système nerveux qu'un trauma d'expérience, qu'un trauma d'événement. La même, d'accord? Ça va dérégler notre système nerveux de la même façon. Euh, Donc ça, c'est le genre de trauma qu'on a reçu souvent au cours de notre développement, parce c'était trop pour nous quand on était trop petit, ok? Euh, que ça a été souvent répétitif, d'accord? Si on est humilié une fois par un professeur, on va avoir cette capacité en fait à ressentir l'émotion que ça va générer. Si on est humilié au quotidien et qu'en plus quand on rentre à la maison, on n'a aucune écoute, aucune attention. Si on est humilié au quotidien par un parent, avec des critiques, tout ça, on n'a pas la capacité, notre système nerveux n'a pas la capacité pour ressentir tout ça. Et on va venir hop, le bloquer à l'intérieur de nous. D'accord? On va venir bloquer toutes ces énergies de survie parce que c'est trop en fait. On se dissocie de notre corps. Notre système, il est bien fait, hein, c'est pour notre survie, hein, ok? C'est pas quelque chose qui est contre nous. Mais on vient se dissocier de notre corps et l'énergie de survie, en fait, comme elle reste bloquée à l'intérieur de nous. Donc, de la négligence émotionnelle, c'est aussi des traumas quand on est petit, d'accord? L'enfant a besoin pour se développer euh, de recevoir, en fait, de l'amour. Il y a l'abus émotionnel aussi, hein, d'accord? Euh, Toutes sortes de traumas qu'on ne peut absolument pas juger. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, peut-être même, vous allez vous dire, oh, bah non, j'ai pas vécu de choses terribles pendant mon enfance, quoi. On avait à manger, on avait un toit, d'accord? Et même si nos parents n'avaient pas, certains, enfin, je prends l'exemple de mon père qui n'avait pas enfin, une mauvaise intention, on va dire, mais il était envahi par la dépression et donc émotionnellement pas du tout présent. Et pour une petite fille, ça.
C'est traumatisant. OK? Pour notre développement. Je vous donne juste des exemples pour que vous puissiez regarder. Et ce que tu nous as décrit, Cathy, c'est un trauma. Tu vois, parce qu'en plus, c'est les personnes, même si ils voulaient pas faire ça, hein, je suis pas là pour juger, absolument pas, mais euh, tu vois, ma grand-mère, elle me disait toujours, quand je pleurais parce que j'étais grosse, j'avais 12 ans, 13 ans, elle me disait toujours euh, elle avait eu des cancers, elle a eu deux cancers et que c'était heureusement qu'elle était grosse parce que sinon elle serait morte. Tu vois, c'était une bonne, parce que tu sais, elle avait perdu tellement de poids avec les chimios et tout ça. L'intention derrière était magnifique, tu vois. Mais en fait, après, ton cerveau vient enregistrer qu'il faut être grosse pour pas mourir si on a un cancer. Enfin, tu vois, après, c'est le bordel. C'est un gros bordel là-haut. Tu vois, mais Chantal l'a très bien décrit aussi. Elle a dit, que, il y avait une de ses tantes qu'elle aimait bien qui lui avait dit Ah, mais t'es grosse toi aussi finalement. Alors que comme toi, elle était absolument pas. Et c'est resté. Et ça, vous voyez, une phrase qui reste comme ça en nous, ça, c'est un trauma aussi. OK? La deuxième chose, c'est donc cette l'illusion créée par cette société, d'accord? Qui est un sujet qui m'active un peu. euh, de ce à quoi ressembler. Donc le corps de la femme est complètement objetisé, hein, c'est un objet total, sexualisé, standardisé, jugé, critiqué, euh, mais vraiment, et il y a une pression patriarcale énorme de ce à quoi un corps de femme devrait ressembler, et que juger le corps des femmes est complètement banal. C'est complètement banalisé, d'accord, dans notre société. C'est normal. Et si on la ramène, c'est que, oh, on fait toujours un foin, tu vois, on fait toujours, clairement. Donc, il y a cette pression sociale, il y a la pression de la mode, des médias, mais au-delà, hein, de ça, je vous dis, ma grand-mère, elle était déjà dans ça alors qu'elle avait absolument pas euh, de télé. Oui, maman dépressive, dévalorisée et battue par mon père et moquée pour son surpoids. Ah oui, ok, voilà. Bah tu vois, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau est une machine intelligente. Et elle se dit quoi? Être grosse, tu vois, nous met en danger. Et donc, par l'obsession de devenir mince. Même si c'est souvent pas une seule chose, hein, c'en est plusieurs. Et c'est pas grave. Je vous donne juste des exemples, même si on ne sait pas exactement de quoi ça va pas nous empêcher. On va s'occuper de ces parties protectrices de la même façon. D'accord? Peu importe comment elles sont nées, d'où elles sont nées, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe. Ok? Donc, il y a un dictat, il y a un héritage familial, clairement. Quand je vous parle, moi, je vois bien l'héritage de ma lignée, hein. J'ai aussi vu toutes les femmes de ma famille, en fait, hein, tu vois, faire attention, contrôler le poids, ou alors du côté de ma mère, ma grand-mère était... j'ai une Allemande et une Alsacienne, et l'Alsacienne, elle disait, on a le gène choucroute. Tu vois, parce qu'elle disait tout le monde est gros, toutes les femmes C'est comme ça en fait, t'es grosse, parce que ta famille est grosse. Voilà, donc bon, pour vous dire on a un héritage qui n'est pas que corporel, d'accord? C'est un héritage aussi dans plein de choses. Donc, la pression sur nos corps, de devoir répondre à une dictature, je pense que notre société dit qu'une femme, pour être voilable, doit, par exemple, ne pas avoir de ventre, ok? Avoir un ventre, si on vivait dans une société où notre ventre serait célébré, mis en valeur, qu'il ait donné la vie ou pas, mais tu vois, s'il était choyé complètement, notre rapport à notre corps serait complètement différent. Parce que l'illusion totale, c'est que pour être une femme comme il faut des seins comme ci, un ventre plat, des fesses comme ci, des... C'est écrit où? Qui a dit, donnez-moi les textes de loi, qui a dit qu'on devait ressembler à ça? Des hommes? Mais ça n'a rien d'une réalité. Ça n'a absolument rien d'une réalité. C'est complètement une construction. Mais notre cerveau très intelligent s'est dit, pour que tu sois valable, pour que tu sois comme il faut,
et pour que donc tu fasses partie du groupe et de la société, pour que tu sois intégré, donc il y a une notion de survie, hein. Il faut que tu ressembles à ça. Une perfection qui n'existe absolument pas, un corps parfait qui n'existe absolument pas, parce que notre corps est déjà parfait. Chaque corps. Et vous comprendrez que l'obsession de mincir est un protecteur. L'obsession de mincir, c'est cette part protectrice qui dit, il faut mincir, il faut mincir, il faut mincir. Et vous avez un disque, il faut mincir, il faut mincir, il faut mincir. Il faut mincir, il faut mincir, pas juste comme ça, oui, il faut mincir. Non, il faut mincir pour être en sécurité, il faut mincir pour être valable, il faut mincir pour exister dans ce monde. Tu vois, pour lui, il y a un besoin vital, vraiment le mode survie. Donc tous ces comportements qu'on a aujourd'hui avec la nourriture, avec le corps, viennent et de ces parties blessées, et de ces protecteurs qui veulent protéger cette partie blessée, et des conditionnements de la société qui ont mis aussi des protecteurs. OK? Notre cerveau veut nous protéger d'un danger, celui de ne pas être comme il faut, et celui de ressentir, pour lui ressentir cette honte, cette humiliation, cette croyance de ne pas être comme il faut. Toutes ces émotions et ce trauma est un danger aussi. Donc absolument rien à voir avec la volonté. On n'est vraiment pas dans une question de volonté. La volonté, la raison, elle est dans le cerveau, dans le cerveau, le cortex, le néocortex qui est là, d'accord? Ici. Là, le mode survie, il est derrière, dans le cerveau reptilien. Il n'y a pas de raison dans le cerveau reptilien. Donc, il n'y a pas de volonté. Donc, vouloir tout contrôler à partir de la volonté, du contrôle et tout ça peut pas marcher. Parce que derrière, d'ailleurs, mais je, je- je- je pense que vous le voyez en fait. C'est-à-dire que tous les matins, avec la plus bonne volonté du monde, toutes les bonnes résolutions du monde, tous les 1er janvier, tous les premiers lundis, chaque matin, en fait, avec tout ce désir tellement profond. Et les reines de la manifestation diraient, faut que tu désires encore plus fort, mais avec ce désir absolu de maigrir, de mincir, de machin, tu finis quand même le soir alors que tu le veux tellement. Parce qu'on passe à un autre protecteur. Le protecteur, et celui-là, c'est le mode survie. Et si on n'inclut pas le corps, alors on n'est pas au bon endroit. C'est comme si tout s'est passé là, et depuis tout ce temps, on a essayé d'arrêter avec là. Vous voyez? Cette urgence à manger, elle n'est pas là, elle est là. Et ce soir, vous allez avoir du boulot, hein. Vous n'allez pas repartir comme ça tranquillou, hein, je vous préviens. Check. Euh, hop. Et ce mode survie, ce mode protection, qui est dans le cerveau primitif, plus on va résister contre lui, plus on va le renforcer. J'adore donner cet exemple. Si je vous donne en charge de protéger un lieu, d'accord? Je vous dis ce lieu est extrêmement précieux. Vous devez protéger ce lieu à tout prix. Et que quelqu'un se pointe et dise, Catherine, tu dégages. Je veux plus que tu restes devant ce lieu. Maintenant, ça suffit. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, oui, d'accord, je m'en vais? Non! Tu vas dire, ma mission est de protéger ce lieu. Et si quelqu'un vient t'attaquer et veut te retirer de force, tu vas te renforcer. Et ça, c'est quoi? C'est tous les dimanches soirs où on a dit, lundi, je me mets au régime. Ça, j'arrête. Et le lundi, vous avez envie de manger tous les gâteaux au chocolat que vous trouvez. Et vous vous dites, mais c'est dingue.
J'ai dit que j'allais me mettre au régime, et plus je me mets au régime, et plus j'ai envie de manger. Parce qu'on lutte contre quelque chose qui, pour le mental, est une question de survie. C'est pas une question de rentrer dans un maillot de bain pour lui. C'est une question que si vous n'utilisez plus la nourriture comme anesthésiant, à ses yeux, vous êtes dans un réel danger. Et que ressentir une émotion, le trauma, à ses yeux, va être destructeur. Dictat de la minceur qui touche surtout les femmes. J'ai contrôlé pendant des années en pensant bien faire. Ouais, j'étais bien à mon poids de forme, puis tout se contrôle, et bien aujourd'hui ça marche plus. Ouais, coucou Laure. Ouais, c'est ça. C'est ce que je disais. Je vous donne l'exemple aujourd'hui sur 24 heures. Moi, c'était plutôt toutes ces dernières années là, c'était sur 24 heures. Mais avant, ça a été sur des longues périodes. Et pour des personnes, ça a été, on a réussi à contrôler. Et il y a ça c'est vraiment l'ego aussi, c'est le mental, hein. Il y a cette fierté à contrôler. Et après, quand il n'arrive plus à contrôler et qu'il lâche, euh, très dur. Ok. Alors, on va aller s'en occuper, hein, de ces protecteurs. Ok? Vraiment, on va aller s'occuper d'eux. Mais vous voyez, je voulais juste vous montrer une chose, c'est que, un, que ce soit clair que c'est pas une question de volonté. Deux, que c'est pas dans le combat et la lutte. On les renforce. Et la lutte devient de plus en plus dure, jusqu'à ce que, comme vous le décriviez très bien, ça marche plus. Et je sais que c'est difficile. Je sais que c'est un moment. Je sais que c'est difficile. Je sais à quel point c'est difficile de prendre du poids. Je le sais, mais tellement. Et pourtant, aujourd'hui, tant mieux que ce soit plus possible. Tant mieux que ça vous amène là. Tant mieux qu'on cherche autre chose. Parce que ce qu'il y a derrière est tellement plus merveilleux. Ce que je vais vous partager là a vraiment changé ma vie. Mais pas changer ma vie, enfin, pas que avec l'alimentation, avec avec tout en fait. D'accord? Ce que je vais vous partager là a changé ma vie parce que j'ai cru toute ma vie que j'étais nulle, que j'étais pas assez, que ce que je faisais c'était jamais la bonne chose. Et en plus, j'avais des compulsions alimentaires. Mais aujourd'hui, je me dis, est-ce que c'est parce que j'ai cru que j'étais nulle que j'ai eu des compulsions alimentaires? Ou parce que j'avais des compulsions alimentaires, je croyais que j'étais nulle? Mais non, je crois que c'est l'autre qui a déjà commencé. OK? Cette troisième axe, cette troisième chose dont on va parler, c'est la confusion sur notre vraie nature et le fonctionnement de notre cerveau. On a passé notre vie à croire que tout ce qu'il raconte est une vérité absolue qui veut dire quelque chose à propos de nous. On a cru que c'était personnel. On a cru que c'était vrai. Et surtout, on a cru qu'on devait en faire quelque chose. On s'est complètement identifié à nos pensées, à nos émotions, alors quelles sont l'activité psychologique du cerveau humain. C'est pour ça qu'on vit la même chose. Parce que c'est une super machinerie, un ordinateur de contrôle qui fait la même chose chez tout le monde, mais qui ne veut absolument rien dire de vous. On a cru qu'on était nos pensées, on a cru que toutes ces pensées qui nous traversaient toute la journée étaient vraies. Mais quand vous les regardez, enfin, moi aujourd'hui, en fait, je me dis, bah, en fait, dingue. Le matin, elles me disent, ne mange pas, ne mange pas, ne mange pas. À 16 heures, elles me disent, on est obligé de manger, on est obligé de manger, on est obligé de manger. Tu sais, elles sont complètement opposées parce qu'elles n'ont rien à voir avec une vérité absolue. Parce qu'il y a une part protectrice qui veut que je maigrisse et qui veut pas que je mange. Il y en a une qui croit qu'on a absolument besoin de la nourriture pour s'anesthésier, parce que sinon ça va être trop horrible. Mais toutes les deux sont pas qui je suis vraiment. C'est l'activité psychologique de ce mental qui croit devoir me protéger, qui croit devoir protéger Séverine, petite, fragile,
limiter cette construction qu'il a de moi, cette vision euh, complètement construite de moi, de vous, vraiment considérer que c'est une machine qui essaye de vous garder en vie constamment. Donc il a créé des habitudes, des stratégies, des automatismes, des croyances, et il essaie à fond d'être efficace. Mais le plus grand malentendu, c'est qu'on n'est pas nos pensées. On n'est pas toutes ces pensées qui nous traversent toute la journée. Elles ne sont pas vraies, pas réelles, pas importantes. Elles n'ont rien à dire de nous et on n'a absolument rien à en faire. Et nous, on a cru qu'on devait les suivre. Mange pas ça, fais pas ci, va pas là, fais pas ça, tu dois maigrir, tu dois pas mettre cette robe, il faut absolument que tu manges, on peut pas se passer de nourriture, on peut pas faire autrement. T'es énorme, t'y arriveras jamais, t'es incapable de t'arrêter, c'est horrible, on voit ton bourrelet, la honte, tu dois maigrir. Et puis cette urgence. On doit manger, absolument. Il faut nous remplir. On n'est pas capable de faire sans. Nous, on n'est pas capable. Très longtemps, j'ai cru ça, moi. Je suis pas capable de pas le faire. Donc, je dois forcément. Ma seule option était d'y résister. Et peut-être que ça aussi, vous avez conscience. Jusque vraiment, il n'y a pas longtemps, hein, il y a 6 mois, je dirais, vraiment, je pensais encore, malgré tout ça, que ça, c'était pas possible, en fait. Je voyais pas comment c'était possible. Et on croit devoir répondre à tout ça, en fait. On croit devoir en faire quelque chose, alors que c'est l'activité psychologique et que c'est les mêmes chez tout le monde. J'ai écrit 3 fois. Elles n'en sont pas vraies, réelles, et n'ont rien d'important à dire de nous. Et les émotions sont le signe que je suis en train de croire à toutes ces pensées. Je suis en train de les croire, je suis en train d'interagir avec elles, et évidemment que ça rend folle, puisque j'ai une partie de ma vie ou une partie de ma journée, j'interagis avec des pensées de contrôle, de restriction et de ce que je dois pas faire et ce que je dois faire. Et une autre partie de la journée, j'interagis avec d'autres pensées qui me font aller dans l'inverse complètement et qui me font croire que je ne peux pas faire autrement. Donc si je ne suis pas les pensées, si je ne suis pas toute cette narrative qui se fait, et ma coach dit que on n'est pas la météo, on est le ciel derrière. Si je ne suis pas cette narrative, alors qui je suis vraiment? Je suis cet observateur qui regarde ce qui se fait à l'intérieur de moi. Je suis la conscience derrière qui peut observer cette activité psychologique, qui peut même avoir compassion, bienveillance pour elle. Je peux la voir. Quelle belle machinerie qui est là en train d'essayer de me protéger. Mais moi, je suis la partie intangible derrière, toujours en paix, toujours en joie, une joie profonde. C'est pas la surexcitation. Et cet espace intangible a toujours été là, comme un bébé qui mange son gros orteil, qui admire son gros orteil et qui mange son gros orteil, qui n'a aucun jugement, qui aucune... Tout ça n'existe pas. Je peux voir, si je peux les voir, toutes ces pensées, c'est que je suis observatrice de ces pensées, je suis la conscience derrière toute cette activité psychologique qui essaye de me protéger et qui est déjà là depuis le début, avant que le mental croie devoir défendre cette identité qui est complètement construite. Si cette pensée, c'est juste une pensée, et je mets des guillemets, je sais à quel point elle peut paraître tellement vraie, tellement réelle, comme un cauchemar. Quand on fait un cauchemar, qu'on se réveille,
On a vraiment cette impression que c'était là, quoi, que ça existait vraiment. Et, et ces pensées, elles paraissent vraiment tellement vraies, tellement réelles. Elles donnent cette impression d'avoir tellement quelque chose à dire à propos de moi. Et c'est là où c'est très douloureux. C'est très douloureux, c'est quand euh, on est attaché à à ces pensées et puis qu'on on va comme y résister. On doit en faire quelque chose. Mais si cette pensée est juste une pensée, quand je le vois, j'ai plus à l'écouter ou à la croire vraie. Elle peut complètement se faire. J'ai rien à faire avec elle. Et plus je vais perdre intérêt pour mes pensées, moins elles seront présentes. Parce que le cerveau n'utilise pas, ne perd pas d'énergie à des choses qui ne marchent pas. Le cerveau va toujours à l'économie. Donc si ces stratégies ne marchent plus, il va les laisser tomber. Et si à chaque fois, le matin quand je me lève, je vois, ah non mais aujourd'hui encore, voilà, non, samedi on a un repas, donc les 3 derniers jours là, tu manges salade, carottes, nana, 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 machin, ok, je te vois, ok, je te vois. Et j'interagis pas avec toi. Je vois, je sais, je sais que tu es là et je sais que tu veux me protéger. Demain, on ira en pratique aussi. Comment est-ce qu'on... Vous allez voir en pratique aussi comment on peut être encore plus avec. Ça va vous aider. Et puis, toute cette urgence, c'est aussi la machine qui veut vous protéger. Tout, quand ça va arriver, arriver à la fin d'une période, à la fin de la journée, vous allez pouvoir commencer aussi à voir toute cette activité se mettre en route, à commencer à observer l'urgence, les pensées. On devrait manger ci, on devrait manger ça, ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et si je ne suis pas toute cette activité, je suis la partie derrière, je suis la présence, comme la nature, comme l'énergie qui bouge chaque chose. Je suis le ciel. Je ne suis pas les vagues, je suis la mer entière. C'est le cerveau qui fait son job. Et il n'y a pas de Séverine qui serait plus valable, qui serait assez, qui serait comme il faut. Elle n'existe absolument pas. Pas plus que Catherine, Renée, Cathy, Viviane. Il n'y a pas de version de vous qui serait comme il faut. C'est l'illusion après laquelle il court comme ça en permanence. Si vous ne croyez plus tout ça vrai, vous n'êtes plus en train de courir après une illusion. Ce sont des constructions. Il n'y a rien qui va arriver non plus si vous mangez pas quand il y a l'urgence. La seule chose qui va arriver, c'est ressentir une émotion. Et on va y revenir tout de suite. Plus vous allez entendre tout ça, plus le mental va lâcher les résistances. Et si c'est la première fois que vous l'entendez, normal qu'il y ait un petit peu de résistance. OK? Donc vous n'avez rien fait de mal, il n'y a rien qui cloche chez vous, vous avez un système de protection high-tech. Et que votre mental a utilisé depuis des années pour ne pas ressentir une émotion. C'est le mental qui fait son job. Et retrouver la paix avec votre corps, avec la nourriture, ça commence par là, à voir tout ça. Et je sais que l'obsession, c'est mincir, donc je vous l'ai dit, hein, mincir, c'est un protecteur. La vraie recherche derrière, elle est beaucoup plus profonde. C'est de croire que à ce moment-là, on sera enfin en sécurité, on sera enfin en paix, on sera valable, on sera assez. On pourra être aimé, on pourra se sentir importante, on pourra se sentir comme il faut. Et aujourd'hui, vous pouvez voir que vous êtes déjà tout ça, puisque tout le reste n'est qu'une illusion. Et on va rappeler à vos protecteurs tout ça aussi. Demain, on verra de la pratique. D'accord?
Ne plus écouter et croire vrai ses pensées, devenir observatrice de cette activité psychologique, aussi ramener la sécurité à l'intérieur, d'accord? Et ressentir. Et donc, j'arrive au job pour demain. Ce soir, peut-être que vous, déjà, il est trop tard, mais vous pouvez le faire avant d'aller vous coucher quand même, hein. Donc, demain, on ira voir chaque protecteur, celui qui veut éviter la compulsion, celui qui a peur d'avoir la compulsion aussi, hein, et celui qui te fait contrôler et celui qui crée la compulsion. On verra aussi que c'est un chemin, bien évidemment, d'accord? C'est un chemin de retour à soi. C'est un chemin de retour à soi dans la compassion, dans la bienveillance. Et que cette paix qu'on est en train, cette paix et cette sécurité qu'on est en train de chercher à l'extérieur, cette recherche aussi de validation, de validité qu'on est en train de chercher à l'extérieur, c'est en fait complètement qui on est déjà. Et donc ce soir, vous allez commencer à faire bouger les choses et commencer à ressentir et venir me raconter dans le groupe WhatsApp, ok? Puisque une grande partie de tout ce qui arrive est pour vous éviter de ressentir une émotion, d'accord? Si vous avez la pensée, je suis trop grosse, c'est horrible, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? C'est où dans le corps? Parce que si j'arrive, si je deviens en fait beaucoup plus, je grandis ma capacité à ressentir, je vais montrer à mes protecteurs qui n'ont plus besoin de me protéger. Parce que je peux complètement ressentir la honte d'être trop grosse. Je peux complètement ressentir cette urgence de croire que j'ai besoin de manger absolument. Même si celle-là, on va la mettre un peu après, parce que c'est celle qui est un peu plus difficile, ok? Je peux complètement rester avec. Je vais plus combattre tout ça. C'est une partie super importante du chemin de guérison. Je vais plus me combattre, je vais plus combattre, je vais plus lutter, d'accord? Parce que ça, ça active mes protecteurs. Et sachez que lâcher le contrôle, le combat, et je sais que ça fait peur aussi, d'accord? Et pourtant, on a l'impression que ça va s'empirer et que du coup, ça changera jamais si on résiste plus à ça. Mais c'est tout le contraire qui va se produire. Vous savez, il y a un truc qui dit tout ce à quoi tu résistes persiste. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, si je comprends très bien pourquoi est-ce que c'est tout en place et que je résiste plus à ça et que je puisse aller avec ce que je ressens, ne veut pas dire aller me remplir dans un placard, hein. Pas du tout. Et je comprends très bien qu'on ait envie de changer. C'est une question qu'on m'a posée parce qu'on m'a dit, c'était super comme question. Tu prônes accepter son corps et accepter comme on est. Et là, une personne qui me découvre, elle m'a dit, je comprends bien, mais moi, je veux vraiment maigrir. Et elle dit, je sais pas du coup si ton accompagnement, ça va pour moi, quoi. Et d'ailleurs, il y a toute cette illusion de quand j'aurai maigri, euh, d'accord, toute ma vie sera merveilleuse. C'est complètement faux, hein, c'est une illusion totale. Mais il y a aussi derrière, une fois que je retrouve la paix, la sécurité, que je suis plus dans le combat et que je fais plus ça à partir des parts blessées et des parts protectrices, bien sûr que la nature nous pousse toujours à l'équilibre. La nature veut qu'on soit bien, d'accord? Mais c'est pas forcément non plus avec le poids qu'on a décidé qu'il fallait qu'on soit, d'accord? Euh, tout ça, c'est un chemin après, ok? Donc, commencez par dire oui. Oui à tout ce qui est. Oui, c'est comme ça aujourd'hui et c'est comme ça parce que c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai pas pu faire autrement en fait. C'était un système de protection, ça veut rien dire de moi. Et commencez à ressentir toute cette résistance dans votre corps. Tu vois, quand ça va venir, quand la narrative va venir, tu vas dire, il faut que tu maigrisses. Ah, mais regarde, t'es trop grosse. Si je lâche complètement la narrative, parce que je sais que c'est l'activité psychologique du cerveau, et que je vais ressentir dans le corps toutes ces sensations, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Parce que c'est ça, c'est de ça que mon mental veut me protéger.
c'est de me sentir comme ça. Vous me direz qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Où est-ce que c'est? Allez explorer. Où est-ce que c'est commencer à perdre tout intérêt pour toutes les histoires de il faut manger, il faut pas manger, il faut manger en urgence, et revenez juste à ce que vous ressentez dans votre corps sans les histoires. C'est votre travail pour demain. Faites-le peut-être en dehors de l'envie irrépressible, hein, cette urgence-là, pour commencer. Et si vous pouvez commencer aussi à le faire pendant la crise, hein, pendant le truc qui très envie de manger comme ça, si je perds tout intérêt pour tout ce qu'il raconte et que je vais juste ressentir dans mon corps qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est pas plus grand que moi. Ça peut pas me blesser. C'est une énergie qui demande à être ressentie. C'est une énergie à l'intérieur de vous qui demande à être ressentie. Si j'enlève que c'est de l'anxiété, si j'enlève que c'est de la tristesse, si j'enlève que c'est de la honte, si j'enlève même que c'est une urgence et que c'est plus grand que moi, la vérité c'est qu'il reste derrière une énergie avec laquelle tu peux complètement être et que tout va bien. Est-ce que ça vous paraît possible? Ou est-ce que ça vous paraît impossible? On a 1 heure et demie, ouais. Demain, ce sera, je pense, 1 heure, mais un peu moins peut-être, mais il y avait plein de choses à vous dire. Comment ça va? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez envie, hein. Merci, très intéressant. Je verrai la suite en replay. Je me lève tôt. Oui, bien sûr. Je vous laisse bonne nuit. Avec plaisir, Viviane. Oui, oui, oui. Oui, merci beaucoup. Ça me parle totalement. Et puis, ça rejoint bien aussi tout ce qu'on dit aussi dans la régulation du nerf vague et puis tout ça. Et justement, tout ce qu'on met en place comme protection. Et alors, je vais dans ce sens-là. Puis, c'est génial. Merci. Je suis aussi à la recherche aussi de ce type d'informations-là, en fait, qui me parle. Je me réjouis de lâcher la narrative. Génial, génial. Et ouais. Et en fait, tu sais, il y a beaucoup, enfin, comme toi, Catherine, et je pense qu'on est sur le chemin de développement personnel depuis déjà plusieurs années ensemble et tout ça. Et ça paraît tellement simple, en fait. Tu vois ce que je veux dire de tout ce qu'on a fait, tout ça. Et puis après, ça paraît tellement simple, en fait, de lâcher la narrative. Tu sais, vous savez, je ne sais pas si vous avez regardé Roland Garros, mais mon fils fait du sport à haut niveau. Il commence, quoi, il a 14 ans, mais en fait, on regarde tout ça. C'est exactement la même chose. Quand ils vont sur le terrain, en tennis, t'es tout seul et tout ça. Si entre chaque point, ton mental prend toute la place, et d'ailleurs, on dit toujours, en fait, souvent, t'es très bon, le gars est très bon, mais tu vois quand le mental a pris la place, en fait. Et tout leur job, c'est de se désidentifier complètement des pensées. Et donc, ils vont venir avec la serviette, tu vois, revenir à l'état de présence avec le corps. Ils vont venir, il y en a, Djokovic, il aligne des bouteilles d'eau, il est beaucoup critiqué pour ça. Mais c'est complètement pour sortir de la narrative, en fait. Et quand on vient sortir de la narrative en présence, parce que en fait, on est l'espace entre chaque pensée. Et ces pensées, c'est complètement la météo, l'activité psychologique du cerveau, mais rien de nous, de qui on est vraiment. Et à ce moment-là, en fait, bien sûr bon, je vais pas spolier tout demain, mais bien sûr qu'on sera porté, guidé, tu vois? Parce que je sais que le gros stress après, en fait, bah, comme moi, j'ai contrôlé toute ma vie la nourriture. Donc maintenant, aujourd'hui, tu me dis, c'est free. Je me dis, bah, je ne sais pas quoi manger. Je sais pas. Et en fait, d'abord, c'est faux. Mais je serais. C'est peut-être encore un peu mélangé, mais tout ce qui est mélangé, c'est mes pensées, en fait, qui viennent dire, ah non, mais on peut pas manger ça. Ah non, mais nanana. Je les vois. Je peux les voir. Je peux les voir. Je peux les voir. Et de plus en plus, en fait, je dézoome, je dézoome, je dézoome. Je deviens cet observateur qui détache de ses pensées. Et puis,
derrière, c'est ressentir, mais par exemple, je vous donne un exemple, mais aujourd'hui, avant la masterclass, j'avais un événement hyper stressant. J'ai un rendez-vous que j'attendais, quelque chose que j'avais pas le choix en fait. Et on me donne pile poil ce truc aujourd'hui, alors que j'ai la masterclass. Et ça m'a déclenché. Je me suis dit, ah mais si ça va pas, ah mais... Et vraiment, ça m'a déclenché depuis une semaine vraiment très fort. Et pourtant, tout ce que je vous le dis là, je le fais, d'accord? Je le sais. Mais des fois, tu l'as dit et tu verras parce que demain, il y a un axe qui est la régulation du système nerveux. Parce que des fois, il y a des choses qui vont nous faire sortir de notre... En fait, ressentir, c'est comme on a une zone de capacité à ressentir les émotions. On a tout, hein, ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. Sauf que les traumas, ont écrasé cette fenêtre de tolérance. Vous allez voir qu'un gros bout du job, c'est d'augmenter notre fenêtre de tolérance, d'augmenter notre capacité à être avec les émotions. Pourquoi est-ce que certaines personnes, vous voyez, certaines personnes font des trucs, vous vous dites, enfin moi je me disais, oh, mais moi je serais incapable de vivre ça. Tu vois, il y a des gens qui vivent des grosses responsabilités, qui ont, j'en sais rien moi, enfin tu vois, genre, je sais pas, des gros trucs comme ça qui doivent gérer. Et en même temps, on n'a pas tous la même... Mais cette capacité à ressentir... Alors, je reviens sur ce que je dis aussi quand même, parce que une grosse partie de la population du monde est coupée de son corps, est coupée de ses émotions. Comme ça, on peut fonctionner. Mais quand on est coupé de son corps, on est aussi coupé de la joie, de tout un panel d'émotions absolument extraordinaires. OK? Mais, et on vit dans un mode survie en permanence, hein, d'accord? C'est pas un mode confortable. Mais ça permet de traverser des choses. Très souvent, on l'a fait, hein. Parce que la honte toxique et nous envoie toujours, si vous connaissez un petit peu la théorie polyvagale, la honte toxique nous envoie en dorsale. La honte toxique, elle nous envoie en figement. On a tellement ce truc-là, crac. Et donc, notre système, il a trouvé des choses pour qu'on vive, en fait, hein, pour qu'on survive, hein. Et les compulsions alimentaires en font complètement partie. Donc, ça n'a rien à voir avec quelque chose qu'on ferait pas mal, quelque chose que, tu vois, ça n'a rien à voir non plus avec de la gourmandise, ça n'a absolument rien à voir. Rien du tout. Donc, demain, on passera à de la pratique. OK? Je fais du coaching thérapie où on va, avec les parties, on va aller communiquer avec les parties, ressentir. Donc, votre job pour demain, c'est de commencer à oser, à regarder en fait. Regarder si, quand il y a la résistance comme ça, toute la journée, pendant 24 heures, là, vous allez lâcher la narrative et ressentir. Lâcher la narrative, ressentir. Comme, ouais, ok, vous savez, hein, vous voyez, il y a toute l'histoire, ok, c'est l'alarme. Dès que vous avez toute l'histoire, tout ça, c'est votre alarme qui vous dit, ah, je dois aller ressentir. Et hop, ah, oui, c'est possible, je suis fatiguée. Je- j'ai raté un bout, ma Cathy, mais c'était très fort et t'es fatiguée. Mais oui, oui, il est tard et puis ça va. C'est normal, d'accord? Parce que t'imagines, là, il se dit, là-haut, il se dit, je vous le dis, hein, là-haut, il dit quoi? Elle veut nous faire enlever nos stratégies de protection. Mettez-la dehors et appuyez sur éjecte. Normal, normal. Plus vous allez l'entendre, le pratiquer, plus ça va comme s'intégrer en nous. C'est simple, mais de temps en temps, on oublie. Complètement, complètement. C'est simple, mais en vrai, c'est pas si simple. D'accord? C'est simple, mais quand lui vient avec ce truc qui dit, mais non, on est vraiment en danger, et qu'on est tout seul, dur. Et je vous parlerai demain de mon accompagnement, bien sûr, où on n'est pas tout seul. Hmm.
Je vous souhaite une magnifique soirée. Merci beaucoup pour vos belles énergies, vos beaux partages. C'était génial. Merci Marie-Claire. J'ai énormément de joie à être là et à vous partager tout ça. Je crois vraiment que aussi on va partager ça aux générations qui arrivent avec plaisir et je me dis que c'est un cadeau gigantesque. Je vous souhaite une très très belle nuit. Merci d'avoir veillé si tard. Il n'y a que moi et René qui... nous, ça va. Il est 16 heures. Et je vous dis à demain, d'accord? Et puis, n'hésitez pas à aller dans le groupe, partager aussi, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe en fait dans le corps? D'explorer ça. On regardera tout ça ensemble demain. Très belle nuit, à demain.